Allez, toujours le DM8, mais le deuxième exercice. Alors, c'est un exercice que j'ai fait et qui est inspiré d'un exercice de EM Lyon. Alors, j'en profite pour vous dire que, attention, dans les annales, en fait, vous pouvez très bien tomber sur ces intégrales impropres ailleurs qu'en plus et moins l'infini, puisque c'était au programme avant. Ça n'y est plus. Néanmoins, dans les annales, forcément, on peut rencontrer. Donc, cet exercice, on nous demande de calculer l'intégrale de x à 1 de g de t dt, sachant que x est un réel de 0 à 1. Bon. Eh bien, on va calculer l'intégrale comme on nous le demande, c'est la 1a, de x à 1, de g de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de x à 1 de moins t ln de t dt. Bon. Là, évidemment, on ne connaît pas de primitive directe de moins t ln de t, donc on va être obligé de faire autrement. Un changement de variable, ça paraît peu judicieux. Évidemment, vous avez un produit, l'intégration par partie, c'est ce qui paraît être le plus logique. Donc on va poser u de t égale ln de t, de façon à ce qu'on dérive ça. Donc on a u', alors on ne va pas écrire ça comme ça, et v' de t est égal à moins t. Remarquez qu'ici, petite digression, on peut poser v' de t égale t et sortir le moins de l'intégrale par linéarité. C'est comme on veut. On a u' de t est égal à 1 sur t et v de t. Une primitive de t, on aura donc moins t carré sur 2. Donc cette intégrale, alors hop, u et v sont de classe C1 sur, on peut même intégrer le x, x1, on peut même fermer en 1, ça ne nous pose aucun problème. Par partie, l'intégrale de x à 1 de moins t ln de t dt, remarquez que j'aurais pu mettre recopier dt. On va donc avoir u de t multiplié par v de t, moins l'intégrale de x à 1 de u' de t multiplié par v de t. Donc on va avoir du moins t carré sur 2 multiplié par 1 sur t dt. C'est-à-dire, en 1, mon terme tout intégré, eh bien, va falloir 0 puisque ln de 1 est égal à 0. Il va donc me rester moins moins plus x carré ln de x sur 2. Le moins qui est ici, je peux le sortir par linéarité, donc plus. Alors, on peut même sortir éventuellement le 1/2, là aussi par linéarité. Intégrale de x à 1, il va me rester t dt. Après simplification, j'ai donc x carré ln de x sur 2, plus 1/2 de, il me faut une primitive de t, donc je vais choisir par exemple 1/2 de t carré, que je vais intégrer entre x et 1. J'ai donc x carré ln de x sur 2, plus le 1/2 que je peux sortir là aussi, donc je vais avoir du 1 quart, multiplié par 1 moins x carré. Et maintenant, il va falloir qu'on regarde ce qui se passe lorsque x tend vers 0. Or, x carré ln de x va tendre vers 0 quand x tend vers 0, 0 plus, ce sont des croissances comparées. Pas de problème. Et bien 1 quart de 1 moins x carré va tendre vers 1 quart en fait. D'où l'intégrale de x à 1 de g de t dt tend vers 1 quart lorsque x tend vers 0. Donc cette intégrale converge. Alors cette intégrale, celle que j'écris là, converge et vaut 1 quart. Vous remarquez, je le dis tout le temps, je le note dans pas mal de copies, je le fais
systématiquement ou presque dans les corrigés, je mets en évidence les résultats. Ce n'est pas pour le plaisir de faire beau, c'est d'une part pour que ce soit plus facile pour vous à lire, mais pour essayer de vous habituer à le faire, parce que les correcteurs aiment bien. Question B. Montrez que l'intégrale de Géro... on vient de le faire. Alors, touk 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 touk. La question B, en fait, elle va commencer là. Et donc ici, si je veux vraiment répondre à la question, en fait, j'ai fait la A et la B directement. J'aurais dû encadrer ici. Question C, qui n'a plus rien à voir avec des histoires d'intégrales. Montrez que G est prolongeable par continuité en 1. On va étudier pour ça la limite lorsque t tend vers 0 plus de G de t, c'est-à-dire la limite quand t tend vers 0 plus de moins t ln de t, qui vaut 0 par croissance comparée. C'est les mêmes croissances comparées que celles qu'on a fait au-dessus. Donc G est prolongeable par continuité en 0. En posant G de 0 est égal à 0. Voilà, c'est terminé pour la première question. Question 2. On a une fonction f, on nous demande d'établir la convergence de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt et de préciser sa valeur. Bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a un réel t, et donc f de t égale 0 si t n'appartient pas à 0,1, sachant que t est un réel, et f de t est égal à moins t, donc à g de t en fait, plus t puissance 1 tiers, sinon. Déjà, on peut remarquer que l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0. Donc cette intégrale converge et vaut 0. C'est réglé. Ensuite, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de t, c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 dt. La même chose, hop, on va faire un petit copier-coller. Copier-coller. Voilà. C'est le même genre d'intégrale, elle converge et elle vaut 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, il faut qu'on regarde l'intégrale entre 0 et 1. On peut remarquer que l'intégrale entre 0 et 1 de g de t dt converge et vaut 1 quart. C'est ce que l'on a vu à la question 1a. On va maintenant s'intéresser à l'intégrale qui manque. On va s'intéresser à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 1 tiers dt. Ça, c'est une intégrale toute bête, en fait, avec une fonction qui ne nous pose aucune difficulté, puisqu'on va avoir ici l'intégrale, on connaît une primitive qu'on peut donner directement. Donc on va avoir 1 sur 1 tiers plus 1, t puissance 1 tiers plus 1, que l'on va évaluer entre 0 et 1. Même pas la peine de se poser la question de la convergence, car, peut-être dû dire avant, t associe t puissance 1 tiers et continue sur 0,1 fermé.
l'intégrale n'est pas impropre. Donc on peut faire notre calcul. 1 tiers plus 1, ça va nous faire 4 tiers. Donc on va avoir 3 quarts. 1 sur 4 tiers, 3 quarts. Facteur donc de t puissance 4 tiers, on va avoir 1 moins 0, c'est-à-dire 3 quarts. D'où d'abord l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt converge, et l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt est égale à l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt plus l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 1 tiers dt, c'est-à-dire 1 quart plus 3 quarts, c'est-à-dire 1. Finalement, avec notre découpage que l'on a, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 0 plus 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Alors en fait, ce que je ne vous disais pas dans ce DM, parce qu'on ne l'avait pas encore vu en cours, c'est que f est une densité de probabilité. Question B. Montrez que f est continu en R privé de 1. Donc pour ça, on va s'intéresser à la continuité sur moins l'infini 0. Donc f est continu sur R-, car elle y est constante. Et que toute fonction constante est continue. De même, sur 1 ouvert, plus l'infini. Il faut regarder ce qui se passe en 0. Sur 0,1, ouvert des deux côtés, f est continu. En tant que somme de fonctions usuelles continues sur cet intervalle. Donc on s'intéresse à la limite en 0 à droite. La limite quand x tend vers 0 plus de g de t est égal à 0 d'après la question 1c. La limite quand x tend vers 0 plus de t puissance 1 tiers, évidemment, vaut 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de t égale 0, égale f de 0. Donc f est continu à droite en 0. Comme f est continu à gauche, car continu sur moins l'infini 0, elle est donc continue en 0. Et donc on vient de montrer que, synthèse de tout ça, f est continue sur R privé de 1. Elle est continue sur R, sauf éventuellement en 1, pour reprendre la terminologie de jeudi. Est-elle continue en 1 ? On peut regarder ce qui se passe en 1. La limite, quand x tend vers 1, de moins t ln de t plus t puissance 1 tiers, ln de t va tendre vers ln de 1, c'est-à-dire vers 0, et le t puissance 1 tiers lui va tendre vers 1. Et combien vaut f de 1 ? Eh bien f de 1 vaut 0, différent de 0, qui est égal à f de 1. Donc f n'est pas continu. Alors ici ça va être 1 moins continu
à gauche en 1, donc pas continu en 1. Montrer que f est de classe C2 sur 0,1 ouvert, déterminer f' et f seconde. Question classique. F, c'est la question C, ça. Et somme produit, somme et produit, du coup je peux mettre deux fonctions usuelles C2 sur 0,1. Donc f et C2 sur 0,1. Alors évidemment, en 1, si je ferme en 1, ça ne marche plus, hein, ça, puisque en 1, f n'est pas produit de fonctions usuelles de classe C2. Déterminer f' de t et f seconde de t pour tout t appartenant à 0,1. Soit t appartenant à 0,1. f' de t est égal à, alors on fait attention, c'est un produit, dérivée de t multiplié par ln de t, plus t multiplié par dérivée de ln de t. Plus 1 tiers, t puissance 1 tiers, moins 1. Je l'écris comme ça. La parenthèse se ferme ici. C'est-à-dire, on va avoir moins ln de t plus donc, moins 1 plus 1 tiers. T puissance 1 tiers moins 1, ça va nous faire du t puissance moins 2 tiers. Voilà notre f' de t. F seconde de t. On va avoir moins 1 sur t, moins 1 dérivée 0, plus 1 tiers multiplié par moins 2 tiers, t puissance moins 2 tiers, moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur t, moins 2 neuvièmes, de t puissance moins 2 tiers, moins 1, donc on va avoir moins 5 tiers. Question D. Montrer que f' de t égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0,1 forcément, et que cette solution est comprise entre 1 sur e et 1. Très bien. Pour tout t appartenant à 0,1, vous avez f seconde de t qui est égal à moins facteur de 1 sur t plus 2 neuvièmes de t puissance moins 5 tiers, ou si vous préférez, 1 sur t puissance 5 tiers. On ne voit pas bien le 5. Tout ça, évidemment, c'est positif. Vous avez la somme de deux nombres positifs. Donc, globalement, f seconde de t est négatif. Donc, f' est strictement décroissante. Sur 0,1. On peut chercher non pas f' de 0, mais la limite quand x tend vers 0 plus de f' de t. Si on remonte f' de t, donc c'est moins ln de t qui va tendre vers plus l'infini, et puis le t puissance moins 2 tiers qui va tendre vers 0, on va avoir plus l'infini. La limite quand x tend vers 1 moins de f' de t, on va avoir quoi? Moins f' de t, il est là. Moins ln de t qui va tendre vers 0 puisque t va tendre vers 1. Moins 1, donc on va avoir moins 1, plus 1 tiers de t puissance moins 2 tiers.
Donc ici, quand on va remplacer t par 1, ça va obtenir 1. Donc moins 1 plus 1 tiers, moins 2 tiers. Remarquez que f' est continu sur 0,1 à valeur dans moins 2 tiers plus l'infini. F' y est strictement décroissante. Elle réalise donc une bijection de 0,1 dans moins 2 tiers plus l'infini. Or, 0 est dans cet intervalle. Donc 0 admet un unique antécédent par f dans 0,1. Conclusion, l'équation f de... j'ai marqué f, mais c'est f'. Hein. Conclusion, f' de t égale 0 admet une unique solution dans 0,1. Toujours préciser l'intervalle, puisqu'il pourrait très bien y avoir une autre solution sur un autre intervalle que celui-là, mais ça on n'en sait rien. Il faut montrer maintenant que alpha est compris entre 1 sur e et 1, donc on sait déjà que alpha est strictement plus petit que 1, on va calculer f' de 1 sur e, on va avoir moins ln de 1 sur e, moins 1, plus 1 tiers, je crois, 1 tiers de t puissance moins 2 tiers, 1 tiers de 1 sur e puissance moins 2 tiers. Moins ln de 1 sur e, ça va nous faire ln de e, c'est-à-dire 1. 1, moins 1, ce qui nous fait 0, plus 1 tiers de 1 sur e à la puissance moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers de 1 sur e à la puissance moins 2 tiers, qui est strictement positif. Donc la solution, je vais lui donner un nom d'une solution alpha. Donc alpha doit être strictement plus grand que 1 sur e. Finalement, on a alors 1 sur e qui est strictement plus petit que alpha, qui est strictement plus petit que 1. Pour le 1, pas besoin de vérifier quoi que ce soit, puisque c'est déjà le 1 qui est ici. Dernière question, écrire une fonction en Python qui fait quelque chose, qui fait quoi? Qui donne une valeur rapprochée de alpha à 10 puissance moins 3 près. Donc il faut qu'on programme un algorithme qui nous donne une valeur rapprochée d'une solution d'une équation. Et pour ça, on en a un qui est tout à fait adapté, c'est l'algorithme de la dichotomie que l'on a vu plusieurs fois, que l'on a programmé plusieurs fois, qu'il faut connaître. On va avoir besoin de notre fonction f', et donc la fonction f' qui fait intervenir ln de t, donc on va avoir besoin de numpy. Ensuite, je vais définir ma fonction que je vais noter f'. Alors ça, je ne suis pas obligé de le faire. Je pourrais l'intégrer directement dans ma fonction principale avec la dichotomie. Néanmoins, je vais avoir plus de facilité à écrire les choses. Donc ici, je vais tout simplement faire un return. De quoi? Alors, plutôt que f' en entier, hop, je vais l'appeler fp pour f'. Donc, je dois renvoyer moins t multiplié par ln qui, dans numpy, est mp.log de t, moins 1. Je suis en train de faire des bêtises, c'est juste moins ln de t. Donc, moins ln de t, plus 1 tiers de t puissance. Je crois que c'est moins 2 tiers, c'est ça. Et plutôt que de multiplier par 1 tiers, je divise par 3.
Ensuite, je vais faire ma deuxième fonction, la fonction principale, que je vais appeler dichotomie par exemple. J'ai besoin d'aucune entrée. Je vais prendre une valeur de A que je ne peux pas prendre égale à, à 0, puisqu'à cause du log, sinon je vais être embêté, mais je peux prendre par exemple 1 sur E. Alors en théorie, c'est strictement plus grand que 1 sur E, mais je peux partir de 1 sur E sans problème. Donc E, c'est np.E. Pour B, au départ, je vais prendre ma deuxième borne, c'est-à-dire 1. Et puis ensuite, je vais faire ma petite boucle. Tant que quoi? Tant que B-1 est strictement plus grand que la précision que je veux, c'est-à-dire 10-3. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, je vais regarder ce qui se passe pour f de A multiplié par f de C. Donc, je vais commencer par dire que C est égal à A plus B sur 2. Et je vais dire que si jamais f de A multiplié par f de C, alors c'est f', donc fp, est négatif, dans ce cas-là, ça veut dire que la solution alpha est dans l'intervalle AC. Dans ce cas-là, eh bien, je modifie ma valeur de B. Le B, c'est l'ancienne valeur de C. Sinon quoi? Eh bien, c'est que dans ce cas-là, alpha est dans C, B. Donc, ce qui veut dire que c'est le A qui doit changer. Hop, une fois qu'on a terminé ça, on sort de la boucle. Et dans la valeur centrale, on peut estimer que on a notre solution. Voilà pour ce deuxième exercice.